je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Guillaume de Montfred, je suis architecte. Et quand j'avais votre âge, je n'étais certainement pas un bon élève comme vous. Mais oui, les choses peuvent changer. Vous êtes des bons élèves, tant mieux, moi je n'étais pas un très bon élève. Comme quoi, et ben avec le temps, bon, on y arrive. On y arrive toujours. Donc c'est plutôt positif. Même les mauvais élèves peuvent arriver à faire quelque chose. Les mauvais élèves peuvent devenir bons. Je ne dis pas que je suis bon, mais voilà. Donc c'est ça qui est amusant dans la vie, c'est qu'on commence comme on peut, et puis après, il se passe des tas de choses, et il faut savoir saisir les opportunités. Vous comprenez ça? Saisir les opportunités. C'est-à-dire, il y a un truc, même si je suis mauvais, c'est pas grave, tiens, ça m'amuse, j'essaie de le faire. Et on y arrive. Et c'est marrant. Alors c'est comme ça que j'ai fait l'architecture, j'ai construit des trucs invraisemblables, qui n'arrivent jamais à un architecte, enfin rarement, des trucs énormes. J'ai construit le Parlement du Nigeria, un pays, hein, ouais, bah oui. Parce qu'une fois qu'il est construit, après il n'y en a plus d'autres. Hein. Un hôpital, on dit j'ai construit un hôpital, on dit oui, mais oh, tu peux construire un autre hôpital ailleurs, mais un Parlement, une fois qu'il y en a un dans le pays, il n'y en a pas deux. Vous voyez, donc c'est marrant, ça c'est une opportunité. Vous voyez. Dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Et puis un jour j'ai eu envie d'écrire aussi, je me suis dit bah, je vais essayer, on verra bien. Alors j'étais très mauvais en français, hein. J'ai bien dit très mauvais. Et ben ça a marché. J'ai quand même fait des livres. Puis j'en ai fait un, puis j'en ai fait deux. Puis ma foi, j'en ai fait trois, parce que j'avais 203. Et puis un quatrième. Donc voilà un peu mon parcours, très schématisé. Alors je suis auteur, on va dire, en plus. Mais j'aime bien. Alors comme vous le savez, vous pouvez aussi parler de votre grand-père. Ah oui, c'est vrai. De tout ce qui est donc voyage. C'est vrai. Alors oui, je suis Guillaume de Montfred, mais le problème, je suis comme vous. Vous avez des grands-parents. Eh oui, ben moi aussi. Eh ben oui, on a tous des grands-parents. Et moi, j'ai un grand-père un peu spécial. J'ai même écrit un livre sur lui, dont le titre est Henri de Montfred. Henri, c'était son prénom. Henri, voilà. Impossible grand-père. Ça vous dit ce que c'est. Impossible grand-père. J'ai aussi écrit celui-là. Voilà. Alors ça, c'est Henri qui a... Alors, ce grand-père, il a fait des tas de trucs. Alors lui aussi, il était très mauvais à l'école. Hein. Sauf que, là où c'est drôle, c'est quand il avait, un peu plus jeune que vous quand même, quand il avait 12 ans, attends, où est-ce que c'est? Ah non, c'est dans celui-là. Ouais. Quand il avait 12 ans, il était mauvais à l'école. Hein. Il n'arrêtait pas sur sa chaise, il n'arrêtait pas de bouger, il épuisait ses professeurs, les professeurs étaient tout à fait énervés, et donc il mettait des appréciations. Alors les appréciations, il y en a une qui est tout à fait étonnante. Alors, les lunettes. Ce sont les lunettes de mon arrière-grand-père que j'ai mis à ma vue. J'ai trouvé ça chicot, j'ai trouvé ça drôle. Quoi. Donc cette paire de lunettes, là, elle a plus de 100 ans. La monture, hein, j'entends, pas le verre. Hein. C'est marrant, hein. Là, il faut être soigneux. Hein. J'espère que vous n'avez pas cassé vos lunettes. Alors, qu'est-ce que disait le professeur d'Henri quand il était petit? Professeur de français. Donc vous, hein, vous avez Henri dans votre classe et vous écrivez... Alors, c'est pas ici, c'est là. Voilà. Voilà, vous pouvez regarder au tableau, c'est ici. Ouais, c'est pas net. Ouais, c'est pas plus net. Je ne sais pas comment on est noté. Vous n'arrivez pas à lire. Là, c'est mieux. C'est pas grave, je vais le lire. Possède un vrai talent de conteur. Un vrai talent de conteur. Donc, pour qu'un professeur écrive ça, c'est quand même, faut qu'il regarde bien. Hein. Possède un vrai talent de conteur, aime beaucoup le divertissement, mais peu le travail. Et c'est vrai, mon grand-père c'était ça. Donc vous voyez, un professeur, quand il avait un enfant devant lui, à 12 ans, il était capable de voir ce qu'elle allait devenir. Alors mon grand-père a effectivement beaucoup aimé le divertissement, il a fait plein de trucs. Alors des divertissements quelquefois un peu spéciaux. Hein. C'est-à-dire qu'il est parti en mer, il est allé faire du commerce, et puis tant qu'à faire de gagner beaucoup d'argent, eh ben, il a fait du commerce des armes. C'était autorisé, un petit peu de contrebande, quoi, hein, un peu sur les bords. Et puis après, ça gagnait pas assez, il y a eu la guerre. Alors après, il a fait du commerce aussi, mais du commerce de hashish. Alors, c'était autorisé, mais c'est comme pour le tabac. C'est gagner plus d'argent si on le faisait en contrebande. Alors, il a fait du commerce de contrebande. Et même au Caire. Au Caire. Je vais vous lire le début. Je vais vous lire le début, écoutez ça. Écoutez ça parce que c'est chez vous, hein. Donc on est en 1925.
Allez, il y a 100 ans, on est en 2020. 100 ans. Hein. Et mon grand-père a un problème, parce que j'ai appelé ça réunion de crise au Caire. Alors vous imaginez un contrebandier, un vrai, mon grand-père, parce qu'il vendait du hashish par un marché parallèle, d'accord? Ah oui, c'est ça. Voilà. Mais la bande à qui il vend, le hashish, l'accuse d'avoir fait du commerce avec une bande adverse. Vous savez, dans les contrebandes, ça marche par bande. Hein, donc on travaille avec un tel, on ne travaille pas avec un autre, parce que c'est pas la même filière. Donc il y a sa propre filière qui dit « t'as vendu du hashish ». Donc rayon de crise. Ah oui, c'est pas normal, il faut régler le problème. C'est grave, parce que dans le milieu des contrebandiers, ça peut tourner mal. Hein, vous avez vu tous les films américains, machin, etc. Pas besoin de vous faire de dessin. Alors, je dis juste 10 pages, 10 lignes. Hein. À 5 heures à la gare du Caire. Vous voyez, donc ça se passe chez vous. Hein? C'est une lettre qu'il écrit. Ah oui, c'est une lettre. Oui, oui. Alors, oui, ma femme a raison. C'est une lettre. Alors, c'est pas un livre, hein, ça. Ça, je l'ai publié dans un livre. Mais c'est une lettre qu'il écrit à sa femme. D'accord? Donc, il lui raconte ce qui se passe. Donc, vous pouvez faire des lettres pareilles. Hein? Exactement pareil. Donc, il écrit. À 5 heures à la gare du Caire, en débarquant du train qui m'a amené de Suez, je trouve sur le quai Bitounis. Alors Bitounis, je vous dis qui c'est un trafiquant avec qui il travaillait qui était grec. Bitounis, vous voyez, c'est un nom grec. Donc je trouve Bitounis sur le quai, canne à la main, chapeau de paille et complet clair. Chicose quoi, hein, chapeau de paille. Là, il n'a pas du tout l'air d'un contrebandier. Au buffet, attendez Manoli, toujours sans gilet, chemise de flanelle grise, ceinture de laine noire, à triple tour sur son ventre puissant. Et l'éternel chapeau noir à large bord posé en bataille sur son crâne pointu. Enfin, Moussa, auquel il manque encore des dents. Pour ça, ils étaient 3 gars, voyez. Donc, vous voyez Moussa, comment il est décrit? Il dit à sa femme, et Moussa, auquel il manque encore des dents. Les premiers instants de contact sont gênés. La conversation ne vient pas. Il y a un mort dans la maison. Ce mort, c'est moi. Mais, comme il y a incertitude, la situation est embarrassante. Et ouais. Hein? C'est donc à moi d'ouvrir les fenêtres et de donner de l'air. Après la tasse de café propitiatoire à toute affaire traitée au-dessous du 30e parallèle, je déclare que ce buffet de gare ne convient nullement à la gravité de nos entretiens. Vous avez vu comme c'est marrant comme histoire? Et vous avez vu le mot propitiatoire. Vous connaissez ce mot-là? On ne l'utilise pas beaucoup, hein? Même plutôt jamais. Hein? Café propitiatoire, ça veut dire c'est le café qui commence comment dirais-je, un peu comme un rite sacré. Hein? On ne commence jamais une discussion ici sans prendre le café. Voilà. Donc c'est propitiatoire. Comme il y a des endroits où on fait un geste obligatoire avant d'entrer. À la mosquée, vous avez les chaussures. Vous entrez dans une église, vous mettez un chapeau. Vous faites, enfin, les dames. Enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est propitiatoire. Et il y a toute une page, comme ça, vous lirez ça avec votre professeur, vous verrez, c'est assez amusant. Alors, on sent toujours que c'est ici, et vous allez retrouver toute l'explication du Caire il y a 100 ans. Voyez. Donc, ça veut dire que le jeune gamin, le professeur, ça a été écrit 1925, il avait 45 ans, donc 35 ans avant, qui avait découvert qu'il avait un don de raconter des histoires. Vous avez vu, c'est étonnant. En quelques lignes, en écrivant une lettre, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? C'est trop drôle. Hein. Alors, mon grand-père, donc, a fait des tas de trucs, et moi, il se trouve que j'ai grandi à l'île de la Réunion. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'île de la Réunion, c'est au milieu de l'océan, enfin, c'est pas au milieu, c'est, disons, au sud de l'océan Indien, près de Madagascar. L'île de la Réunion est à l'est de Madagascar. Et donc, on revenait souvent en France. On disait pas en France, on disait à la métropole. Et pour aller à la métropole, il n'y avait pas d'avion. Enfin, s'il y en avait un, mais c'était tellement cher qu'il fallait oublier. On y allait en bateau, en cargo. Et on mettait 21 jours, 3 semaines, quand il n'y avait pas de panne. Parce que s'il y avait une panne en mer, il fallait attendre un jour, 2 jours, ça ne pourrait pas le truc. Donc c'était entre 21 et 24 jours. Et pendant ces 21 et 24 jours, ben, on avait plein d'escales. Alors les premières étaient à Madagascar, alors Tamatave, Diego Suarez, Nosibé, et puis après, Majinga, et puis après, hop, on arrivait sur le continent africain. Alors on avait Mombasa, au Kenya, après on remonte, Dar es Salaam,
On remonte encore, on passe le cap Gardafoui. Vous voyez la Somalie, là, l'espèce de corne de l'Afrique un peu pointue. Moi, je dessine pour vous. Vous voyez le truc pointu là sur le côté, hein? Et ben, on arrive à Djibouti. Djibouti, escale. Après, on remonte toute la mer Rouge. On a atrocement chaud, où la climatisation et la ventilation tombent en panne, où tous les passagers sont malades. Et puis on arrive enfin à Suez. Et là, à Suez, moi je devais avoir 8 ans. 8 ans, donc vous voyez, je suis beaucoup plus petit que vous. Hein. On descend du bateau et on va au Caire. On va au Caire, on va voir les pyramides. Et puis je vais au musée du Caire. Et là, je découvre à 8 ans le char du pharaon. L'avez-vous vu, le char du pharaon? C'est extraordinaire. Moi, j'ai vu ça à 8 ans, je n'ai plus jamais oublié. C'est dingue comme choc, choc artistique et émotionnel. Et puis après, eh ben, on reprenait le bateau à Port Saïd, et puis après, direct jusqu'à Marseille. Et là, on arrivait en France. Donc, vous voyez, tout ça, ça a accumulé dans ma mémoire, comme vous, votre vie va accumuler dans votre mémoire un certain nombre de choses, que après, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, ou dans 10 ans, ben, vous aurez envie d'écrire. Moi, au départ, j'ai accumulé des tas de trucs, mais on ne sait pas, vous savez, c'est comme dans un grand sac, on met des souvenirs, des tas de trucs, puis après on ne sait pas ce que ça va devenir. À la limite, on les oublie, on les perd le sac, c'est pas très très grave. On le retrouve quand on devient très vieux en général. Quand on devient très vieux, on se souvient des trucs qu'on croyait avoir oubliés depuis 50 ans. C'est très étonnant. Mais il se trouve que aussi, la vie fait que, eh bien, on se sert de ces souvenirs pour les raconter. Alors, j'ai une autre aussi manière de faire, si vous voulez, il y a les souvenirs mentaux, hein, de mémoire, mais je prends des dessins. Alors, vous avez vu, il y a quelques petits dessins dans les livres. Eh bien, moi, je prends des croquis. Alors, il y a des gens qui notent des idées. Ben, moi, mes idées, ce sont des idées de dessin. Voilà. Alors, voilà, ça, par exemple, c'est à Paris, dans le quartier latin, rue Bonaparte. Voilà, alors, j'en prends plein. J'ai plein de carnets. Vous voyez, j'en ai encore un. Là, j'en ai encore fait 28. Et encore, je n'ai pas tout numéroté. Donc 28, ça veut dire qu'il y en a 28 pareils. Il y a 40 dessins par carnet. Donc vous voyez, ça fait 1200, je ne sais plus combien de croquis. Ah, j'en ai de partout. Alors j'en ai d'Égypte, de chez vous, j'en ai du Nigeria, j'en ai d'Angola, j'en ai du Vietnam, j'en ai du Mali, j'en ai d'Éthiopie. J'accumule des quantités de choses. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que sans le faire exprès, mon grand-père, lui aussi, a fait pareil. Il a accumulé des photos, il a accumulé des croquis. Et il s'en est servi très longtemps après. Donc tout ce que vous faites aujourd'hui, aussi bien en notes écrites, aussi bien en notes dessinées, ça peut vous servir un jour, à un moment où vous n'y attendez pas, à servir autre chose et à écrire. À écrire ou à redessiner. C'est assez intéressant comme démarche. C'est assez étonnant, disons, ça vient un peu comme ça. Alors,